tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom, vous le savez, la mission principale que nous effectuons dans cette émission, c'est de vous aider à mieux comprendre l'actualité à travers un décryptage de l'information qui prévaut en Guinée et pourquoi pas cette émission Starcom est également le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion de la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde. Il faut rappeler tout simplement qu'à la date de ce jeudi, qu'à la date du 16 mai 2020, la Guinée a enregistré 69 nouveaux cas de Covid suite à des tests effectués sur 355 personnes. Au total, le pays compte 2727 cas confirmés de malades de Covid pour 1183 guéris et 16 décès hospitaliers. En Afrique de l'Ouest, la Guinée, cependant, occupe la 3e place des pays les plus touchés par la pandémie, après le Ghana, le Nigeria. C'est dans ce contexte que le président Alpha Condé, dans une adresse à la nation vendredi 15 mai 2020, a annoncé une prolongation d'un mois de l'état d'urgence sanitaire avec un allègement du couvre-feu dans la capitale guinéenne Conakry et sa levée entière en province. Ces mesures sur l'interdiction de circulation entre Conakry et les provinces, la fermeture des lieux, des écoles, des universités et le port obligatoire des masques et autres sont pour autant maintenus, des mesures diversement appréciées à Conakry. Pour parler de la gestion de cette pandémie et son impact en Guinée, nous avons en direct dans cette émission Monsieur Bella. Il est activiste de la société civile, membre de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Monsieur Bella, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, bonjour à vos millions d'auditeurs. Je ne suis pas membre de la Jeunesse Citoyenne, je suis le président de la Jeunesse Citoyenne. Merci pour la rectification, Monsieur Bellaba. Il faut rappeler que vous êtes président de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Alors, cette première question, Monsieur Ba, de votre égard, comment est-ce que vous avez appris cette information en ce qui concerne notamment le réajustement de l'état d'urgence sanitaire avec ces allègements annoncés par le président Alpha Condé, notamment en couvre-feu et pourquoi pas en levée systématique notamment de ce couvre-feu pour l'intérieur du pays? Écoutez, je m'attendais à des mesures beaucoup plus précises et puis une analyse beaucoup plus accentuée par rapport à la gestion et par rapport au nombre de contacts et par rapport à la capacité d'accueil que l'État va développer progressivement. Mais malheureux, et surtout aussi des annonces très rassurantes au niveau du secteur économique aujourd'hui aussi qui est très affecté par rapport à cette pandémie. Mais malheureusement, sur la forme, on s'y plaît pas quand on voit un président assez épuisé qui fait un exercice de communication très bancal. Et dans le fond, on ne s'aperçoit vraiment pas des annonces très rassurantes. Vous avez rappelé tout de suite les statistiques de l'épidémie. On n'est pas du tout sur la bonne dynamique, même si aujourd'hui il y a un certain laisser-aller parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas de guéris. C'est le moment de remercier beaucoup de nos médecins. Mais si on ne fait pas attention, on risque vraiment d'avoir une pandémie endémique et ça nous prendra assez de temps pour s'en sortir et ça risque de nous coûter très cher. Alors, il faut dire quand même que parmi ces mesures annoncées par le chef de l'État, il y a cet allègement du couvre-feu qui passe désormais de 22h à 5h du matin pour le Grand Conakry et une levée systématique pour notamment les villes de l'intérieur. Comment est-ce que vous avez appris cette autre mesure du président additionnel? Je pense que c'est trop tôt et le prolongement de l'état d'urgence, je crois qu'on pouvait partir même jusqu'à 0h à 5h parce qu'en réalité, on ne cherche qu'à empêcher les gens à se regrouper dans des lieux, des hôtels, des motels ou bien des restaurants et tout ça. L'objectif, c'est de dissuader les gens à se regrouper. Donc, je crois qu'on pouvait partir au-delà de 22h parce que faut pas oublier aussi que les petits commerçants
les petits marchands, ceux qui vendent du riz la nuit, donc ils sont affectés et puis leurs conditions de vie aujourd'hui sont très dégradantes. Donc ça, en réalité, c'est pas ce qui permet de circonscrire réellement à la pandémie. Maintenant, par rapport à l'intérieur, je crois que c'est très court parce que il y a un risque de relâchement alors qu'il y a des contacts. Par exemple, le cas de Koya, c'est vrai, le barrage de Frigiadi ne s'explique pas, mais aujourd'hui on est autour d'une trentaine de cas. Vous voyez qu'India, où il y a eu un imam qui est atteint du Covid-19, on a vu aussi des cas à Mamou. Donc il y avait eu des cas, un cas à Cancan avec plusieurs contacts et tout. Donc je crois que c'est très tôt de lever les mesures de restriction. Le pouvoir d'Alpha Condé ne sait pas faire face à des crises parce que c'est eux qui ont occasionné les crises qui se sont passées à Koya liées à ce barrage qui n'avait pas raison d'être, mais aussi à Kamsar par rapport à la crise de l'électricité ainsi qu'à Dubrika. Donc, ils ont peur d'un effet domino, d'une réaction de la part des citoyens par rapport à la fermeture des mosquées et tout ça. Donc, c'est pour cela ils se sont précipités pour annoncer cela, alors que réellement, ce n'est pas la mesure. On expose en... Alors, M. Bala, il y a quand même ce constat qui devient de plus en plus récurrent en Guinée. Il faut rappeler quand même qu'on est à près d'un mois quelques que les Guinéens ont accepté de consentir et de s'appliquer notamment à ces mesures édictées par le président de la République à travers l'état d'urgence sanitaire. Mais aujourd'hui, la situation socio-économique du pays donne à réfléchir par rapport au respect à la règle, notamment de ces mesures à la fin du mois de Ramadan. Est-ce que vous, en tant qu'activiste de la société civile, vous ne craignez pas un certain nombre de soulèvements des populations face à toutes ces mesures qui impactent sérieusement le panier de la ménagère et surtout que l'État n'a pas accompagné les populations en termes notamment d'assistance sociale en cette période de crise? C'est un risque qui est là et qui risque de compliquer beaucoup la gestion de la pandémie. Il faut le dire dès le début, il y a eu un effet laxiste de la part du gouvernement qui n'a pas mesuré l'effet de la pandémie parce que vous vous rappelez, ils ont cautionné tant bien que mal le coup d'État du 22 mars qui s'est passé. Donc, et ça a occasionné plusieurs contacts. Mais après, l'État n'a pas pris les mesures nécessaires pour se fixer un objectif de 3 semaines en termes de confinement et d'une communication rassurante et surtout d'une capacité de déployer les moyens qu'il faut et le suivi à temps. Vous savez qu'à Donka, jusqu'à l'heure qu'il fait, quand tu pars faire le dépistage, donc tu retournes à la maison et c'est après qu'on t'appelle ou bien pour te dire que tu as le Covid-19 ou pas. Donc c'était extrêmement mal géré et ce que vous dites, c'est ce qui risque d'arriver parce qu'aujourd'hui, on peut ramener le carburant à 5 000 francs, c'est tout à fait possible. C'est un plaidoyerie que nous avons commencé à faire il y a plus d'un mois de cela. Compte tenu de la conjoncture à l'international avec le cours du baril, aujourd'hui on est autour de 15 à 20 dollars le cours du baril. Donc c'est tout à fait possible de ramener le carburant à 5 000 francs. L'État gagne plus de 4 500 francs aujourd'hui en termes de marge, sans oublier la taxe spécifique sur les produits pétroliers à 2 500 francs et la TVA sur la douane encore de 900 francs qu'il gagne. Donc cette mesure phare pourrait atténuer réellement les citoyens. Ça allait avoir un impact sur les prix des denrées de première nécessité et ça pouvait permettre tant bien que mal à un confinement très bien géré. Donc aujourd'hui, on a fait du pipeau avec un plan de riposte de 3 500 milliards, de 3 000 milliards, mais en réalité qui ne voit pas le jour parce qu'on n'a pas du tout les ressources, mais aussi parce qu'on a une mauvaise gestion au niveau de nos finances. Donc par conséquent, c'est tout à fait logique de comprendre la réaction des citoyens parce que si c'est vrai, la Covid-19 tue, mais la faim tue beaucoup plus que la Covid-19. Alors, il faut rappeler également que sur le plan sur-régional, je rappelais tout à l'heure notamment dans mon libellé, c'est que la Guinée est le 3e pays désormais le plus affecté après le Ghana et le Nigeria. Alors, pour le cas spécifique de la Guinée, même s'il y a plus de guéris, mais il y a de plus en plus de malades avec un faible taux notamment en ce qui concerne l'état de la sous-région. Est-ce qu'on peut se réjouir du fait qu'il y a beaucoup plus de guéris
que des décès en Guinée pour justifier notamment la situation sanitaire du pays vis-à-vis du Covid? Bon, si on part en termes de ratio et en termes de population, aujourd'hui on est le premier pays en Afrique de l'Ouest carrément en termes de contamination parce que vous savez, le Nigeria en termes de population c'est largement supérieur à la Guinée comme le Ghana. Donc, mais il ne faut pas qu'on voit l'effet juste de guéri parce qu'en réalité c'est pas quelque chose simplement lié à la Guinée. Par rapport aux statistiques à l'international, il y a 95% de guéris contre 5% de malades. Il y a beaucoup plus de risques pour les personnes âgées alors que la population guinéenne est 70% au moins de 30 ans. Et donc, ça s'explique par rapport à cela. Donc, maintenant, il y a un travail salutaire de la part de nos médecins qui sont excellents, qui sont en train de faire un travail. Mais par rapport au suivi, la chaîne de contamination qui revient à l'État et à la NSS, aujourd'hui, voilà, toute la gestion, il faut la remettre en cause. Donc, Dr Sakoba n'a pas un certain esprit d'ouverture et pour conjuguer bien avec des médecins qui sont très bien formés et tout. Donc, il y a une question d'intérêt à la fois de la part de la NSS au niveau de la primature et de la présidence, qui fait qu'on a du mal à suivre les contacts, qui fait qu'on a du mal à stopper la chaîne de contamination. Et tant qu'on ne stoppe pas la chaîne de contamination, on risque de partir vers une pandémie endémique et c'est là qui risque d'avoir beaucoup plus d'impact sur la Guinée. Alors, M. Ba, il faut rappeler, parlant de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, il y a quand même un constat plus alarmant. Récemment, le week-end dernier, on a vu cette sortie rectificative du directeur général de l'ANSS, Dr Sakoba Keita, qui aurait accordé un entretien à nos confrères journalistes qui fait état d'une certaine méfiance de Dr Sakoba vis-à-vis du conseil scientifique, étant donné que la mise en place de ce conseil était vue pour certains comme étant un offre de soulagement. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur cette éventualité de collaboration entre ce conseil scientifique et l'ANSS et notamment les conséquences qui pourraient résulter d'une certaine opposition de ces deux entités-là sur la riposte nationale? Bon, il faut féliciter Dr Sakoba pour tout le travail qu'il a eu à faire pendant l'épidémie Ebola et jusqu'à l'heure qu'il fait, il a été même atteint de Covid et par la suite il s'est rétabli. Mais à un moment donné, quand on a affaire à une pandémie nationale qui a touché à la fois des pays comme les États-Unis, la France et tout, il faut mettre l'arrogance de côté pour utiliser toutes les énergies possibles afin de pallier à la chaîne de contamination. Donc, par rapport à sa communication, bon, je ne sais pas comment il la justifie parce que il est une institution, il est une personnalité aujourd'hui. Donc, il a la latitude de savoir les références du journaliste avec lequel il a échangé avant de commencer et même demander une confirmation de la part des responsables. Donc, à ce niveau, peut-être, il a manqué le tact qu'il faut. Maintenant, il faut qu'il soit ouvert. C'est tout à fait logique. Aujourd'hui, le conseil qui est là, c'est un conseil d'orientation et c'est un conseil pour appuyer les actions utiles. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, ce sont des personnes qui ont un savoir-faire. Donc, il ne peut pas garder ses réserves. Il doit débattre avec eux s'il n'est pas d'accord par rapport à certaines propositions. S'il a des doutes par rapport à certaines actions, il peut en débattre avec eux pour sortir avec quelque chose de mieux et de meilleur pour la Guinée et les Guinéens. Mais il ne peut pas rester de son côté et penser que lui seul, il doit piloter tout. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement, l'ANSS ne parvient pas du tout à contrôler la situation. Belaba, président de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Alors, vous allez rester avec nous, M. Ba. On va revenir sur d'autres aspects de cette adresse à la nation du chef de l'État qui crée assez de confusion à Conakry, à l'intérieur du pays. Mais avant, on va repartir avec un élément de reportage sur la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 en Guinée. Et on revient juste après avec vous. Vous restez en ligne. La stratégie de lutte contre le Covid-19 par l'ANSS n'enchante pas certains spécialistes de la santé publique en Guinée. Les risques de propagation de la maladie sont énormes à l'allure où vont les choses, s'inquiète Ben Youssouf Keita, ancien président de la Commission de la Santé à l'Assemblée nationale. Concernant cette fois-ci la prise en charge de cette pandémie par nos structures, il faut remarquer qu'il y a eu
une défaillance dès le début. Nous avons une expérience d'Ebola. Il y a un personnel médical qui a participé à la lutte contre Ebola. On devait faire recours à tous ceux qui ont cette expérience. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ceux qui sont aujourd'hui en première ligne ne sont pas nombreux. Pour cette raison qu'il y a cette difficulté. Ils sont très épuisés et puis ils ne sont pas encouragés en réalité. Au-delà des défaillances du système de santé guinéen, le pays dispose très peu de médecins qualifiés pour faire face aux épidémies. Une situation qui expose la population au risque et péril de contracter d'autres maladies, s'insurge Ben Youssouf Keita. Quand vous donnez 200 000 francs, voire 100 000 francs à quelqu'un qui est en train vraiment d'offrir sa vie pour sauver d'autres vies, alors que vous pouvez donner beaucoup plus, il le sait, tout le monde le sait, ça décourage. Parce que beaucoup d'entre eux, quand ils finissent le travail, rentrent à la maison. Ils prennent des taxis, ou ils prennent leur véhicule, ou ils prennent même des taxis motos. Si par hasard, ils ont dû contracter le coronavirus à travers des patients là-bas, ils vont continuer de disséminer. Alors, ces gens-là, qui sont au front, on doit les mettre dans un hôtel. On peut les mettre bien dans l'hôtel Millennium, j'ai dit ça. Millennium, c'est tout près de Donka. On peut mettre tous les personnels là-bas, personnels soignants, et avec une navette, c'est-à-dire ceux qui travaillent de 7h à 15h, la navette, c'est le véhicule, bus, les envoie. Après, ramène ceux qui ont travaillé 7h, 15h. S'exprimant sur les revendications du personnel soignant du centre de traitement épidémiologique de Donka, l'ancien député exige des comptes à l'ANSS. L'ANSS soit sincère dans ses communications, transmettre les chiffres officiels, réels. Parce que quand vous dites qu'il y a plus de 2400 tests positifs, il y a 600 hospitalisés, il y a 25 guéris, 11 morts. 11 morts depuis combien de semaines? 11 morts. Alors la police va dire donc, évidemment, ça c'est pas une maladie dangereuse parce que ça ne tue pas. La réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de 11 morts. Aujourd'hui j'aurais pris 27 morts, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Alors si la population, on ne dit pas la réalité, la vérité à la population, pour dire que cette maladie tue, et qu'aujourd'hui par exemple, nous avons près de 100 personnes qui sont tuées par coronavirus, la population va dire, mais ça ne tue pas. Donc il faut que l'ANSS dise la vérité. Il ne faut pas jouer à la politique avec cela. Parce que la population ne va pas croire. Selon des sources hospitalières, le coronavirus se propage vite en période hivernale que les autres saisons, d'où la nécessité pour les Guinéens de renforcer les mesures d'hygiène avant les grandes pluies. C'était le reportage de la rédaction consacré notamment à cette sortie de l'ancien député et président notamment de la commission par santé de l'ancien parlement guinéen, député de l'UFDG, Ben Youssouf Keita. Alors, Monsieur Bella, vous vous rendez compte désormais qu'il y a une véritable difficulté parce que au moment où nous parlons de manque de collaboration de l'ANSS, il y a également ce traitement infligé à ces médecins qui sont en première ligne. Ouais, évidemment, fort malheureusement, on ne devait pas y arriver là parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire que de penser que le personnel qui est là est démotivé. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de l'honorable Ben Youssouf Keita par rapport au traitement. Aujourd'hui, la moindre des choses, c'était de négocier un lieu sûr et rassurant et réconfortant, motivant pour ce personnel-là. Un hôtel est bien placé parce que, comme vous le savez, ces personnes-là risquent leur vie. Ils sont avec un stress permanent, avec des personnes qui viennent de tous les bords, qui les agacent. Donc, ils ont tout cela à gérer. Donc, s'ils ont encore à se taper des embouteillages, s'ils sont encore à se taper un manque d'eau et d'électricité dans leur maison, ça devient quelque chose de très difficile à gérer. Maintenant, par rapport à leur traitement, c'est plus qu'un scandale. 100 000 ou 200 000, c'est absolument rien. Aujourd'hui, leur octroyer même une prime de 1 million, c'est le strict minimum par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut déplorer, mais ça ramène un peu à toute la gestion du président Alpha Condé depuis 10 ans. Il n'a jamais eu de priorité sur des secteurs porteurs tels que l'éducation, tels que la santé. Donc aujourd'hui, ça, c'est en train
de jouer sur nous. Et fort malheureusement, si on ne prend pas les dispositions nécessaires, comme j'ai eu à le dire, on risque encore de s'enfoncer plus dans la crise. Alors, il y a quand même cette question qui revient pour certains observateurs, parce que regarde notamment du balbutiement de l'État guinéen dans la gestion du Covid-19, on a droit à se poser cette question. Est-ce que c'est parce qu'on ignore ce virus, ou bien tout simplement c'est parce que le système de santé de la Guinée n'est pas prêt pour ce genre de pandémie, étant donné qu'on nous faisait croire que l'épidémie d'Ebola était une opportunité pour la Guinée? Le mal de notre pays, c'est qu'on ne capitalise absolument rien. Donc, si on était vraiment un pays sérieux, aujourd'hui, dans le monde, on allait être le pays qui gère le plus bien, le plus cette pandémie. Parce que, comme vous avez eu à le rappeler, on a eu à faire face à cette épidémie d'Ebola qui demande presque les mêmes pratiques en termes de suivi et d'action, parce qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas autre chose à faire que de couper la chaîne de contamination. C'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, tout ce qu'on a eu là, ça a été dilapidé en termes de logistique, en termes de centres d'accueil et tout ça. Hier, je prenais les informations par rapport à des nouveaux cas à Koya, et on est obligé de prendre l'ambulance de Conakry pour partir le chercher, alors qu'il y avait un petit centre vers la sortie à Koya, entre Koya et Fourikaria. Il y avait un petit centre qu'on avait mis où on accueillait les patients. Aujourd'hui, c'est tombé à l'eau. Donc, plusieurs centres un peu à l'intérieur de ce pays sont partis quasiment à l'eau. Et malheureusement, c'est aujourd'hui, ce manque de capitalisation de cette épidémie-là, c'est ce qui est en train de jouer plus sur nous, à rajouter au manque d'infrastructures sanitaires. Donc, tout est à refaire dans ce pays, même depuis 10 ans. On n'a absolument rien fait pour construire plus d'hôpitaux et tout ce qui suit. Donc là, c'est quelque chose de très difficile. Et si on ne prend pas les mesures nécessaires qu'il faut, si on n'implique pas encore beaucoup plus des personnes qui ont de l'expérience, si on n'ouvre pas le débat de façon sereine et responsable et mettre les moyens qu'il faut aujourd'hui diminuer le train de l'État. Donc la présidence fait un budget de plus d'1 milliard par jour. On peut revenir à un budget de 500 millions, prendre cet argent-là pour l'injecter afin de recruter beaucoup plus de personnes pour suivre les contacts, même s'ils sont à domicile, et avoir beaucoup plus de centres d'accueil par rapport à des cas ou des suspects à l'intérieur du pays, pour vraiment contrôler la chaîne de contamination. Parce que le cœur du problème, c'est de maîtriser la chaîne de contamination, et c'est ce qu'on n'arrive pas jusqu'à l'heure qu'il fait. Alors, M. Bella, on va revenir désormais au décryptage de l'adresse à la nation du chef de l'État. Il faut le dire que pour beaucoup d'observateurs, il y a eu beaucoup d'incohérences et pourquoi pas des confusions dans la rédaction ou dans notamment le contenu de cette adresse à la nation du président, ce qui n'est pas d'ailleurs une première. Vous qui êtes un observateur aguerri des actions gouvernementales, quel regard portez-vous notamment sur cette autre adresse à la nation du chef de l'État qui fait zazer sous la toile et pourquoi pas dans la cité? Il faut dire que les critiques portent fruit un peu. Vous savez, avant, le président Alpha Condé, c'était quelqu'un qui se comportait toujours en opposant. Il aime le champ de bataille, c'est ça son domaine. Donc, il préparait jamais un discours. Il avait même dit une fois qu'il n'a pas besoin de discours. Donc, ce qui le permettait à la fois de divaguer un peu partout et n'importe comment. Mais depuis un moment, il fait un peu l'effort de lire le discours qu'on lui soumet et de rester dans ce cadre-là. C'est quelque chose de sanitaire. Et il y a eu encore une évolution, c'est que au moins il commence à utiliser les nouvelles technologies comme dans les autres pays à travers un écran en face pour faire une lecture terraine. Donc ça, c'est quelque chose qui est un plus. Mais au fond, on sent que l'homme est très fatigué, donc on a du mal des fois à l'écouter. Et aussi, par rapport au contenu, comme j'ai eu à le dire, il n'y a pas des annonces précises, il n'y a pas d'action forte, il n'y a vraiment pas une certaine analyse très précise en termes de chiffres par rapport à la capacité de suivi, par rapport aux actions que l'État va dérouler dans une semaine, dans 2 semaines. On a juste dit on va partir jusqu'au 15 juin. Mais jusqu'au 15 juin, qu'est-ce qu'on va faire pour contenir la pandémie? Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité jusqu'où on va partir avec l'état d'urgence. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il faut aujourd'hui que le président parvienne à projeter dans le temps et se dire qu'on parviendra avec toutes ces actions que nous allons mettre en place de contenir la pandémie à telle date.
Alors, cette dernière question, hein, vous, en tant qu'activiste de la société civile, comment est-ce que vous imaginez cette fin difficile du moisson de Ramadan avec le maintien de la fermeture des mosquées en Guinée, bon, plus précisément dans le Grand Conakry? Et on n'a pas le choix, hein, il faut le dire. Hein. Là où l'Arabie Saoudite a fermé les lieux saints, c'est pas la Guinée qui peut ne pas se permettre de fermer les mosquées. Il faut qu'on quitte un peu cette idéologie fataliste ou bien qu'on n'est pas des musulmans. En aucun cas, c'est quelque chose même qui est recommandé dans l'islam quand la santé est touchée ou quand la sécurité est touchée, ça nous exige de prendre les dispositions qu'il faut. Donc là, j'exhorte les religieux à communiquer là-dessus, à expliquer aux croyants et tout ce qui suit. C'est pas, on ne le fait pas parce qu'on veut le faire, tout simplement. L'État le fait parce que c'est nécessaire et c'est parce que c'est indispensable. Donc c'est vrai, il y a d'autres personnes qui disent que les marchés sont ouverts et que les mosquées, on ne doit pas les ouvrir, mais il faut le dire que les mosquées, le contact est beaucoup plus fréquent et la fréquence devenue de se saluer, de discuter, alors que la transmission se fait par les gouttelettes. Donc le risque est très très élevé quand c'est une mosquée ou par rapport à un marché où chacun, tant bien que mal, a son lieu et chacun, tant bien que mal, aussi se méfie. Donc aujourd'hui, moi, j'exhorte nos compatriotes à accepter cela parce que c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on soit dans l'émotionnel ou qu'on soit dans un esprit que l'État le fait parce qu'il veut le faire. Non, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut qu'on accepte ces mesures le temps qu'on puisse maîtriser la chaîne de contamination. Merci, M. Ba, d'avoir accepté notre invitation pour parler notamment de la gestion de cette pandémie sur la télé du 21e siècle et dans cette émission SACOM. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission. Merci. Merci, c'est un plaisir partagé. Et vous l'avez compris, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette partie de l'émission StarCom consacrée essentiellement sur ces mesures annoncées par le chef de l'État avec l'état d'urgence sanitaire qui est désormais prolongé pour un mois parce que dans cette adresse à la nation, le chef de l'État parle désormais jusqu'au 15 juin prochain pour l'état d'urgence sanitaire avec quelques allègements qu'il faut noter également en ce qui concerne les mesures édictées par cet état d'urgence sanitaire en Guinée. Et nous arrivons à la fin de cette partie de l'émission StarCom. Merci pour votre aimable attention. Surtout, ne zappez pas, restez sur cette télé car le meilleur reste à venir.